Il reste que, vous savez, on s'est promené un peu partout aux États-Unis, dans presque une dizaine d'États, et la COVID revenait toujours dans la conversation. Ça marque profondément, évidemment, oui. S'il les électeurs. Et on verra les résultats ce soir. Frédéric, s'il perd, on pourra dire très certainement que sa gestion de cette crise sanitaire-là est un des gros facteurs, là, sans contredit. Ben, oui, c'est un véritable boulet qu'il traîne, Patrice, parce que, bon, oui, il y a la COVID, mais il y a l'impact de la COVID. Et quand vous avez des millions de personnes qui ont perdu leur emploi, auxquelles on a donné un petit peu d'aide comme ça financière, mais qui n'a rien à voir avec les programmes, par exemple, qui ont été mis au Canada, les gens commençaient à se dire, oui, mais OK, la COVID, il faudrait quand même prendre ça au sérieux, M. Trump, parce que la pandémie, regardez, moi j'ai perdu mon emploi, mon mari aussi, qu'est-ce qu'on fait là? Donc ça, c'est sûr que ça lui colle vraiment aux semelles. Et peut-être un mot en terminant, vous savez, ce soir, on est à 2 coins de la Maison-Blanche. M. Trump s'est vraiment barricadé dans cette maison. Et il y a entre 300 et 400 personnes qui ont été invitées. Encore une fois, il y en a qui disent, mais ça va être un événement super propagateur du virus, mais toutes les personnes qui ont été triées sur le volet ont dû passer le test du coronavirus. Bon, bien, c'est très bien. Puis vous n'avez pas été invité. Vous ne pourrez pas être à l'intérieur, mais vous êtes à un jet de pierre. Désolé. Merci, Frédéric. À tout de suite. Azeb, alors, racontez-nous comment ça se passe ce soir, le déroulement de cette soirée électorale dans le camp de Joe Biden. Écoutez, on est dans un stationnement. Il y a beaucoup d'énergie. On parle aux gens et ils sont vraiment très heureux de voir que c'est le fils de cette région-là, du Delaware, qui va peut-être devenir président des États-Unis. Et ce qui est assez incroyable, et ce que les électeurs me disent pour la plupart là, de ses partisans, c'est qu'ils trouvent que Joe Biden est très accessible, qu'il a beaucoup d'empathie. Vous savez, il a pris le train de Wilmington à Washington pendant 30 ans. Il a élevé ses enfants tout seul parce que son épouse était décédée, donc il les a élevés tout seul. Il allait travailler à Washington. Également, son père, vous savez, il vendait des voitures usagées. Donc les gens s'identifient beaucoup à lui. Et Joe Biden, il disait toujours, vous savez, moi, je ne suis pas Donald Trump. Donald Trump, il fréquentait la 5e avenue à New York, alors que moi, je viens de cette petite ville, Scranton. Après ça, j'étais à Wilmington, j'ai élevé mes enfants tout seul. Donc vraiment, les gens ici, c'est un peu une partie d'eux-mêmes là qui vont voir à la Maison-Blanche. Donc on a pu parler à certaines personnes, une femme entre autres qui a été à l'université à la même université que Joe Biden. On écoute un extrait de ces entretiens. Il veut rétablir la démocratie pour le peuple américain, pour le monde entier. Il fut un temps, on était l'étoile polaire. C'était notre présence dans le monde. Et Trump a détruit cela. Biden veut rétablir cela. En fait, il a lancé un appel à la police, à la loi, à l'ordre. Mais pour les vétérans, il nous appelle des perdants et des poissons. Patrice, alors vous vous souvenez, Donald Trump, cet article de The Atlantic où on disait que Donald Trump, en privé, il disait que les gens de l'armée, c'était des losers, des perdants. Donc, finalement, cet homme-là, il va voter évidemment pour Joe Biden parce que c'est une véritable insulte pour lui. Donc, ici, les gens qui sont ici, ils espèrent vraiment qu'il va gagner, mais il reste quand même prudent. Également, vous avez parlé avec Frédéric de la pandémie. Joe Biden a été extrêmement prudent. Il a respecté cette distanciation physique. Et peut-être là où il aura gagné des points, c'est qu'il a toujours dit qu'il respectait les scientifiques, les médecins, alors que Donald Trump, à la fin, il les a traités carrément d'idiots. Il disait même que certains médecins tiraient profit de cette pandémie-là en diagnostiquant le virus à des personnes en disant qu'ils se faisaient à peu près $2000 à chaque fois qu'ils diagnostiquaient la COVID-19. Donc, évidemment, Joe Biden ressort un peu comme un sage, et c'est un peu ce qu'on ressent ici, c'est que c'est quelqu'un de sage qui va revenir. Il y aura un peu de paix à la Maison-Blanche, et c'est ce qu'évidemment beaucoup de gens espèrent ici. L'apaisement promis par Joe Biden, qui incarne, comme vous dites, un peu le rêve américain qui s'est relevé après des épreuves personnelles difficiles, etc., mais qui s'est en même temps jamais vraiment démarqué sur quoi que ce soit. Alors, il y a comme un dilemme. On aura le temps, la soirée est jeune, on aura le temps d'en reparler avec les résultats. Merci, Azeb, à tout de suite. Karine. Oui, je voulais revenir sur la question du taux de participation qu'on a vu il y a quelques instants, parce qu'on voyait des taux assez bas, autour de 50-55 .
Mais ça, ce sont des chiffres sur la population en âge de voter aux États-Unis. Mais c'est toujours un peu plus compliqué que ça chez nos voisins du Sud, on le sait. Dans la plupart des États, les gens doivent s'inscrire, faire cette démarche à chaque cycle électoral pour s'inscrire sur la liste électorale. Et par exemple, en 2016, il y avait 59 des gens en âge de voter qui ont exercé leur droit de vote, mais ça représentait à peu près 70-72 des gens qui étaient inscrits sur les listes Ce qui électorales. serait l'équivalent de notre taux de participation. À peu près. Donc, c'est pour ça que quand on voit des taux de participation, il faut toujours savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la population en âge de voter ou si on parle des gens qui se sont inscrits sur les listes électorales? Et ces taux de 50-55, ce sont les gens qui sont en âge de voter et non les inscrits. Et on ne sait pas si le taux, cette fois-ci, sera tellement plus élevé. Le taux par anticipation a été beaucoup plus élevé, mais il y a peut-être beaucoup moins de monde, compte tenu de la COVID, qui ne sont pas allés voter aujourd'hui, physiquement. Bien, c'est ce qu'on va savoir, mais en tout cas, la tendance est surtout vers le record, j'ai l'impression. Vers le record absolu, donc. Un petit mot, Patrice, sur le Kentucky. Il n'y a personne qui pensait que Joe Biden allait être en avance au Kentucky à ce moment-ci de la soirée. Bon, ce qui est sorti, c'est essentiellement les banlieues de Lexington et de Louisville, des villes démocrates, mais quand même, il n'y a personne, j'ai jamais entendu un analyste penser que le Kentucky pourrait passer de l'autre côté. Je suis pas sûr que c'est ce qui va arriver, là, on va se le dire, mais c'est quand même étonnant. Non, Michel a raison. Donc, que vous regardez 50 et 48,5, Frédéric Gagnon, vous vouliez intervenir là-dessus, aux participations? Bien, sur le taux de participation, ce que je dirais, c'est que lors des élections de mi-mandat de 2018, il y a 2 ans, le taux de participation avait été extrêmement élevé déjà. Et tantôt, on parlait de l'effet Trump sur la participation électorale. Si jamais il quitte la Maison-Blanche, on pourra dire qu'il aura peut-être eu cet effet-là sur la démocratie américaine, c'est-à-dire inciter les gens à aller voter un petit peu plus massivement qu'avant. Et peut-être qu'il aura incité, ça c'est la pandémie aussi, les gens à utiliser d'autres façons de voter que d'aller voter en personne. Le vote par la poste, c'est peut-être là pour rester, l'effet de la pandémie, mais l'envie de voter aussi dans un contexte où on veut peut-être s'exprimer sur le bilan de Trump là, en ce moment. Très bien. Kentucky, revenons une seconde, parce que, Michel, vous avez raison de le souligner. Il y a 13 des voix qui sont dépouillées. C'est pas énorme, mais déjà, on peut intuitionner que la poussée démocrate, même dans des bastions républicains, des bastions de Trump, est plus importante. Pour l'instant, oui, on va prendre ça avec des pincettes. Oui, j'ai mis toutes les Mais pincettes. c'est quand même un État qui avait élu un gouverneur démocrate à la dernière élection. Il y avait des signes. Il y a des États qui sont en train de changer démographiquement, mais encore une fois, il n'y a personne qui le voyait bleu, cet État-là, puis je suis pas sûr qu'à la fin, il va l'être. Oui, mais ça prouve quelque chose. Il y a, de base, un électorat démocrate un peu plus fort qu'on pensait. C'est ça. C'est très important ce que Michel vient de dire. C'est pas une question de savoir est-ce que Joe Biden va gagner le Kentucky ou non. Évidemment que non. La question, c'est de savoir est-ce qu'il peut réduire les marges de victoire de M. Trump. Et ce qu'on voit présentement, ça suggère très fortement que la réponse est oui. Vous savez quoi, Patrice? Je vais vous partager un petit secret. Je n'ai jamais partagé à qui que ce soit depuis 4 ans. Il y a 4 ans. J'ai peur, là. Non, c'est une belle chose. Peur. C'est une bonne chose. Il y a 4 ans, on était entré en onde un petit peu plus tard, à 20 h. Le Kentucky et l'Indiana avaient commencé à rapporter leurs résultats à 18 h, comme cette année. Vous savez quoi? On en voyait des signes comme quoi la marge républicaine en Indiana, dans certaines régions, notamment Fort Wayne, était plus élevée que ce qu'on anticipait. Et c'était un signe précurseur que la performance de Donald Trump serait au-delà de ce qu'on anticipait. Là, ce qu'on voit au Kentucky, ce sont certains comtés, notamment le comté d'Elliott, un tout petit comté, mais qui est historique pour cette raison-ci. Le seul, parmi les 3000 comtés à la grandeur des États-Unis, qui a toujours voté démocrate jusqu'à 2016, Donald Trump l'a gagné en 2016 par 50 points. Présentement, il le gagne par 35 points. On réduit les marges. Si M. Biden réplique ça à l'échelle nationale, ça a des implications pour le reste de la soirée. Bien, justement. Alors, on verra si cette poussée de Biden va se concrétiser ailleurs, mais tous les signes sont importants. Le voici, le premier, souligné. Raphaël, je vous emmène au tableau parce que je veux que vous répondiez à la question que tout le monde se pose à la maison, partout, qui nous écoute. Est-ce qu'il y a encore une voie possible pour la victoire pour M. Trump? La réponse, c'est oui, Patrice. Il y a un chemin. C'est un chemin qui est étroit, qui est difficile. Donc, on voit... Ça, c'est le point de départ. C'est ce qu'on a déjà attribué selon les sondages et selon les États sûrs d'un côté. Biden part avec 213 grands électeurs et Trump en a 126. Oui, exact. Et je tiens à préciser pour tous ceux, toutes celles qui nous écoutent présentement qu'on était très conservateurs, très prudents. Donc, lorsqu'on dit 213, on est sûr que M. Biden part avec 213, que le président part avec 126. La question, c'est de savoir,
est-ce que Donald Trump peut partir de 126, atteindre le cap magique des 270? Donc, est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il garde? Il faut qu'il garde d'abord avant tout des États qu'il n'est pas censé perdre. Le Texas, l'Iowa, l'Ohio. Des États qui, en fait, ne devraient même pas être compétitifs, qui montrent à quel point il est en terrain dangereux. Là, ils viennent monter avec ces trois-là. C'est encore loin. Donc, on se concentre après coup sur un trio d'États dont Michel parlait au début de la soirée de la côte est américaine du Sud-Est. La Caroline du Nord, la Georgie, la Floride. On lui donne, mais c'est très important de réaliser ceci. Donald Trump n'a pas besoin de un ou de deux de ces États-là. Il a besoin des trois. Autrement dit, M. Biden gagne ne serait-ce que la Caroline du Nord, ne serait-ce que la Georgie, ne serait-ce que la Floride. C'est, à toute fin pratique, échec et mat. Présumant que Donald Trump est capable de les balayer, de gagner les trois, là, je vous dirais, il a besoin de garder ce qu'il avait obtenu à la surprise générale dans le Nord. Dans le Midwest américain. Donc, présumant qu'il a tout ça, ça se joue dans le Midwest, peut-être en Arizona. On a essentiellement un 2 de 3. Arizona, Wisconsin, Pennsylvanie. Le président en a besoin de 2 sur 3, de la majorité de ces 3 États-là. Et vous faites n'importe quelle combinaison, Arizona, Wisconsin, Arizona, Pennsylvanie, Wisconsin, Pennsylvanie, ça lui donne plus de 270. Très bien. Alors, je résume pour les gens qui nous écoutent. Si M. Trump, ce soir, ne garde pas la Floride, s'il ne garde, s'il arrive un accident en Arizona, si en Georgie, il perd, les carottes sont cuites pour lui. Absolument. S'il perd la Georgie ou la Caroline du Nord ou la Floride, c'est fini. Écoutez, s'il est en train de perdre le Texas, il n'a pas besoin de regarder le reste de la carte. C'est parce qu'il est, en bon français, en train de subir une rafle. J'avais peur que vous disiez pas besoin de regarder le reste de la soirée électorale. Non, jamais, Patrice. Très bien. Alors, c'est clair. Pour Caroline Lacroix, vous avez des résultats. Oui, il faut continuer de regarder, c'est sûr, tout au long de la soirée. Il vient d'avoir un petit revirement du côté du Kentucky. Tout à l'heure, c'est Joe Biden qui menait. Et maintenant, c'est Donald Trump qui reprend de l'avance, 51,3 contre 47,2 pour Joe Biden. Le Kentucky qui est l'État du leader républicain Mitch McConnell, d'ailleurs, Patrice, dont le siège est en jeu cette année au Sénat. On va continuer de surveiller ça également pendant la soirée. Très bien. Et comme disaient Raphaël et les analystes, même s'il ne remporte pas, parce qu'on ne croit pas que le Kentucky va traverser de l'autre côté, les marges, si les marges démocrates sont plus importantes, ça monte une poussée. Parce que les sondages nationaux, depuis le début, montrent avec vraiment une régularité de métronome que M. Biden est en avance. Georgie, Vermont et Virginie. Alors là, les choses sérieuses arrivent. Et pourra, Caroline vous donnera en temps réel tous les résultats dans ces États. Madame, comment allez-vous, Madame Mouboyahi? Je vais très, très bien. Et vous, êtes-vous toujours Trump? Parce qu'une fois, vous étiez pas Trump. Oui, je le suis. L'autre fois, Trump. Là, où en êtes-vous? Oui, je suis toujours pour Trump. Puis qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez d'abord qu'il va remporter ce soir? Et dans quel état d'esprit vous êtes? Oui, il va gagner et je sais que sans doute qu'il va gagner. Ah oui, malgré tous les sondages? Oui, malgré tous les sondages. Je suis convaincue qu'il va gagner. Résumez-moi pourquoi vous appuyez Donald Trump. Qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en cet homme pour rester votre président? Donc, bon, premièrement, j'ai pensé par rapport à la communauté noire américaine, mais aussi parce que j'ai travaillé dans le monde des finances pendant presque 20 ans en tant que courtier boursière et j'ai eu l'occasion de passer quand même beaucoup de temps en Europe et aussi en Chine. Et c'est que je peux dire, je suis quelqu'un qui est pro l'économie américaine. Je suis aussi contre que je suis pour ce qu'il a fait avec la Chine. Je suis aussi pour ce qu'il a fait avec l'Union européenne. Donc, je trouve que ce qu'il est en train de faire pour les États-Unis en général est mieux pour l'économie américaine et aussi pour les libres-échanges. Et je devine que vous trouvez que M. Biden serait trop mou avec la Chine, entre autres, et avec les... Il serait trop mou avec la Chine. Il serait trop mou avec l'Union européenne. Je suis aussi contre le NAFTA. Si vous connaissez, je pense que vous connaissez le NAFTA, donc North American Free Trade Agreement. L'entente de libre-échange. Je suis contre ça. Oui, et aussi NATO. Je suis aussi contre le fait que les États-Unis dépensent
plus que tous les autres pays. Et donc, elle a fait plein de choses que je suis pour. Et il y a aussi d'autres choses que je ne suis pas d'accord avec, mais la plupart des choses, je suis pour. Madame Mouboyayi, merci de nous avoir parlé. On se reparle plus tard, très tard, quand on aura peut-être des résultats finaux. Merci beaucoup. Alors, Caroline, on les attendait, les premiers résultats de la Floride. Oui. Cet État tant disputé entre les deux candidats. Regardons, il y a 1 des voix qui sont dépouillées jusqu'à maintenant. Donald Trump qui a l'avance avec 57,6 contre 41,9 pour Joe Biden. Ce sont 29 grands électeurs qu'on retrouve en Floride. Au Kentucky, maintenant, 8 grands électeurs, 54,2 pour Donald Trump. Donc, vous voyez qu'il a repris de l'avance. Mais on voit quand même dans certains centres plus urbains que Joe Biden performe très, très bien, ce qui est peut-être de bon augure pour lui, pour les banlieues de Cincinnati, en Ohio. On verra ça un peu plus tard ensemble, Patrice. Et en Indiana, 11 grands électeurs de ce côté, 64,4 pour Donald Trump. Il a près du double que ce qu'a obtenu Joe Biden dans cet État. Très bien. Merci, merci Caroline. À tout de suite. Frédéric Arnould, M. Trump qui a rassemblé des gens regarde avec attention ce qui va entrer, bien sûr, de Floride. Oui, la Floride, je vous dirais, on a passé une semaine là et on s'est vraiment rendu compte à quel point il y a énormément de partisans en Floride. Et vous savez, depuis le début de cette campagne, ce sont des partisans quand même assez vocaux, là, qui s'affirment, qui s'affichent, qui sortent leurs pancartes, qui se promènent, qui font des espèces de convois avec leurs fameux camions légers, avec des drapeaux à l'effigie et au nom du président. On a vraiment eu l'impression que la Floride, en tout cas, allait quand même rester assez rouge cette fois-ci. Vous savez, il y a une clientèle très importante en Floride. Ce sont les fameux seniors, comme on les appelle. C'est pas un hasard, justement, si M. Trump et M. Pence aussi ont été plusieurs fois dans les Villages, dans la région de Orlando, qui est la plus grosse concentration de personnes âgés là-bas. Il est très populaire là-bas. On a aussi été voir les fameux latinos, les latinos qui ne sont pas forcément un bloc homogène. On l'a répété pendant cette campagne. Mais ce qu'on a constaté, c'est que bon, vous avez les Cubains qui sont quand même le groupe le plus important en termes de proportion en Floride du côté latino. Ils sont vraiment très, très pro-Trump. Vous savez, quand M. Trump dit, vous savez, M. Biden, c'est la gauche radicale, c'est le socialisme, c'est le communisme, pour eux, ça leur fait énormément peur, donc ils sont évidemment forts pour M. Trump. Et puis, il y a aussi, et ça c'est intéressant, on verra les chiffres un peu plus tard, mais on a parlé aussi beaucoup des banlieues, les fameuses banlieues autour des grands centres urbains. Et là aussi, en Floride, on voyait que il y a 4 ans, on ne sentait pas du tout les pro-démocrates pour Mme Clinton qui s'affichaient. C'était pas vraiment la candidate idéale, selon eux. Mais là, avec Biden, on voyait commencer à fleurir là, ces pancartes dans des quartiers résidentiels qui étaient quand même assez pro-Trump. Mais là, les gens n'avaient plus peur d'afficher leur couleur en faveur des démocrates. Alors, ça va être assez intéressant de voir justement les différents groupes d'électeurs dans cet État et de voir aussi probablement les grands centres urbains qui sont peut-être un peu plus bleus. Mais est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est la grande question, évidemment, Patrice. Très bien. Azeb, si la Floride, pour Biden, tombe du bon côté, mais lui, il se dit, ça y est, là. Absolument, Patrice. Écoutez, il l'a dit d'ailleurs dans son discours, il a dit si on l'emporte la Floride, ces 29 grands électeurs, c'est fini, on a remporté les élections. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et vous savez, en Floride, on pourrait avoir aussi une surprise parce que justement, Frédéric en parlait, les personnes âgées, ils ont été extrêmement déçus par la gestion de la pandémie de Donald Trump. Il y a eu quand même plus de 16 000 morts en Floride à cause de la pandémie et à peu près 4 000 nouveaux cas par jour la dernière semaine. Donc, c'est quand même un pays qui a énormément souffert à cause de Donald Trump. Et puis, il y a aussi des personnalités assez connues comme Ana Navarro, qui est une politicienne, si vous voulez, une stratégiste. Et elle était républicaine. Elle est d'origine du Nicaragua. C'est une Nicaraguayenne américaine. Et elle s'est tournée vers les démocrates. Elle dit, je ne peux pas soutenir un président qui parle aussi mal, que ce soit des Mexicains. Quand il parlait des Mexicains, beaucoup de Latinos aussi se sont sentis visés. Donc, la Floride, on pourrait avoir des surprises et Joe Biden pourrait l'emporter là-bas. Donc ça va être intéressant, évidemment, à suivre s'il gagne. Très bien. Annick, allons à Miami, justement. Là, les résultats vont entrer.
Raphaël Jacob nous disait tout à l'heure à quel point cet État-là est coupé en deux, là. Oui, tout à fait. Vous savez, l'électorat démocrate et l'électorat républicain sont assez bien définis dans cet État, bien qu'il y ait d'érosion d'un côté et de l'autre. Mes collègues en parlaient dans l'appui latino pour Donald Trump, pour le vote afro-américain qui n'est pas acquis. On a parlé des démocrates qui sont inquiets. Il va falloir surveiller à quel point, cette fois-ci, les Afro-Américains se seront mobilisés parce que ça avait fait défaut en 2016. Ça avait privé Hillary Clinton d'une victoire en 2016. Donc, on va surveiller ça. On devrait avoir les résultats bientôt. Azeb en parlait. Il y a des déçus du côté des personnes âgées. Est-ce qu'on va assister, côté érosion, à un effondrement ou à un effritement? Donc, ça va vraiment être à surveiller. Et ce qu'il faut noter ici, en Floride, c'est que la participation a été au-delà des attentes, semble-t-il, dans plusieurs comtés, notamment à Miami-Dade, où on se trouve. Il faut dire d'ailleurs qu'avant même que le bureau de vote n'ouvre aujourd'hui, eh bien 62 des électeurs inscrits avaient voté. Donc, une participation massive. À qui ça va profiter? C'est la grande question. Et vous savez, on a parlé à des électeurs tout au long de la journée. Je vais vous faire entendre quelques-uns des commentaires qu'on a glanés là, durant ce jour J de la présidentielle américaine. Il faut arriver ici pour avoir de la liberté. Mais là, c'est fini. C'est quelqu'un qui a un plan, qui a du cœur et qui se préoccupe davantage que de soi-même et de sa famille. C'est ça, Joe Biden. Et donc, le vote qui se termine, là, au moment où on se parle, dans la plupart la plupart des régions de l'État, à part quelques secteurs là, de la Floride. Et vous savez, les votes par correspondance, les votes par anticipation ont été comptabilisés au fur et à mesure qui sont entrés depuis une vingtaine de jours. Donc, on s'attend à des résultats rapides, sauf bien sûr surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise en Floride. Très bien, merci. Alors, Michel, premier commentaire de ce vote. Certains réseaux donnent déjà, évidemment, sans surprise, le Kentucky à Trump et... L'Indiana, qui est l'État de M. Pence. Bon, en Floride, ce qu'on semble voir, c'est que M. Trump sous-performe dans des régions où il a gagné et où Trump et M. Biden, lui, est en avance dans d'extrêmement grands comtés, comme celui de Saint-Petersburg, Clearwater, là, qui est Pinellas County, où il est en avance dans un comté très populeux et qui, d'habitude, bascule avec le gagnant. C'est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais ce qu'on a vu au Kentucky se reproduit en Floride encore une fois. Il sous-performe un peu par rapport à la dernière élection. Oui. En même temps, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention de ne pas reproduire notre erreur d'il y a 4 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait il y a 4 ans? À la fois Michel et moi, on avait vu les premiers résultats qui étaient très encourageants pour Hillary Clinton. Pourquoi? Parce que les votes par anticipation en Floride tendent à être comptés en premier. C'est un vote qui est massivement pro-démocrate. Donc, les marges de M. Trump en Floride sont plus petites qu'il y a 4 ans. Il reste beaucoup de votes qui ont été faits aujourd'hui à compter. Personnellement, je vous dirais, en voyant ce qu'on voit à date, ça risque d'être serré en Floride. Il est 19 h. C'est toujours serré. C'est toujours serré. Oui, c'est ça. Très bien. Caroline, des résultats, les premiers en Georgie. Oui, voilà cet État qu'on surveille cette année. La Georgie, rarement on la surveille dans les élections présidentielles. Et là, c'est 55,1 pour Donald Trump contre 44,2 pour Joe Biden. Ce sont 16 grands électeurs de ce côté. On va aller en Floride pour voir où on en est. On a dépouillé 16 des voix jusqu'à maintenant, 29 grands électeurs qui sont en jeu. Et voici le résultat, 51,3 pour Donald Trump et je crois que c'était 47,8 pour Joe Biden. Vous voyez la carte qui se colorie de rouge jusqu'à maintenant, mais de rouge pâle. Donc, ce ne sont pas des États qui sont encore attribués à Donald Trump. La soirée est encore très jeune, Patrice. Et qu'on a hâte la Floride, C'est vraiment, là, puis ça reste extrêmement chaud. On va suivre ça à la seconde, bien sûr, mesdames et messieurs. Madeleine Blais-Morin,
Bonsoir, Ottawa. Bonsoir. Alors, évidemment, à Ottawa, on regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Oui, il n'y a probablement pas beaucoup de pays sur la planète qui sont indifférents à ce qui se passe ce soir, mais effectivement, pour le gouvernement canadien, c'est fondamental ce qui se passe. Et imaginez, il y a 75 des exportations canadiennes qui se dirigent vers les États-Unis. Donc, la relation, elle est clé pour l'économie canadienne. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, Justin Trudeau disait qu'il allait continuer de défendre le commerce canadien parce que peu importe qui accède à la Maison-Blanche, ça va rester une préoccupation. Et le mot protectionnisme va rester un mot très actuel. Par exemple, quand on pense à Joe Biden, ça fait partie de son programme électoral. Il dit le concept Buy American doit devenir réel. Son plan de relance contient des mesures Buy American. Donc, Joe Biden, pour Justin Trudeau, serait probablement un interlocuteur plus prévisible, mais être plus diplomate, ça n'accroît pas l'accès au marché américain. Voilà. Donc, il va rester quand même toute une dynamique où on va essayer de le protéger, ce marché-là. Et ce qu'on entend, c'est que tout le corps diplomatique canadien est en train d'essayer d'identifier quels seraient les contacts clés à contacter si Joe Biden accède à la Maison-Blanche. Donc, on veut essayer de redéployer la stratégie qui a pris place depuis 4 ans sous Donald Trump. Donc, mais en attendant, c'est l'attente. Le gouvernement Trudeau veut pas afficher de préférence, veut pas dire qui il espère va gagner ces élections. On est vraiment très discipliné parce qu'il n'y a pas avantage finalement à afficher justement des préférences. Mais donc patience, je vous dirais, même si on s'entend qu'il y a probablement plus de proximité ou même assurément plus de proximité idéologique entre le gouvernement Trudeau et l'équipe de Donald Trump quand on pense au multilatéralisme, au plan de lutte contre les changements climatiques. Quoique pour Joe Biden, ça vient quand même avec une opposition au pipeline Keystone et ça fait pas l'affaire du gouvernement canadien. Exactement, mais c'est bien dit parce que sur le climat, il y a une corrélation, concordance de vue, devrais-je dire, entre M. Biden et M. Trudeau. Sauf que ça vient avec le prix qu'il n'y a pas de pipeline, entre Exactement. autres. Il réintégrait l'accord de Paris, Joe Biden. On se souvient quand même, Madeleine, que les relations ont été extrêmement difficiles entre M. Trudeau et M. Trump. Il y a eu l'épisode du G7 dans Charlevoix. Il y a eu l'épisode où c'était à Londres, où M. Trudeau riait un peu de M. Trump avec d'autres chefs d'État, entre autres M. Macron. M. Trump était furieux. Oui, ça a été une relation chaotique, mais avec en trame de fond toute la renégociation de l'ALENA et la guerre tarifaire. C'est cette offensive tarifaire sur l'acier et l'aluminium, et c'est là que la relation est probablement tombée à son plus bas, lorsque les attaques de la Maison-Blanche sont devenues très personnel à l'endroit de Justin Trudeau quand Donald Trump a dit qu'il était malhonnête, qu'il était faible. Ça, c'était effectivement après le G7 à Charlevoix. Son conseiller économique a dit qu'il y avait une place spéciale en enfer pour le premier ministre canadien. Donc ça s'est calmé un tout petit peu. L'ALENA 2.0 est maintenant en vigueur. Quoiqu'il y ait toujours des menaces là, de tarifs qui pourraient être imposés à nouveau, mais un signe que le gouvernement canadien semble un peu habitué à cette relation, si habitué est un mot qui peut se prêter à cette relation-là, c'est que Chrystia Freeland, la vice-première ministre, n'est plus en charge du dossier. C'est un signe qu'on est peut-être un petit peu mieux préparé à cette relation pour laquelle on n'était pas très bien préparé il y a 4 ans. Il a fallu essayer de s'organiser puis essayer de contourner parfois la Maison-Blanche avec tout un réseau de contacts pour essayer de faire entendre raison au président américain dans certains dossiers. Très bien. Merci, Madeleine. À plus tard. Caroline Lacroix, d'autres résultats? Il y a du bleu qui vient de s'ajouter sur la carte, donc ce qui nous indique que Joe Biden prend l'avance dans certains États, dont la Georgie. Près de 62 pour lui, comparativement à 36,9 pour Donald Trump. Et regardez ce qui se passe en Floride présentement. Joe Biden, 51,7 comparativement à 47,6. Je vais vous dire, on est à 43 du vote qui est dépouillé. 29 grands électeurs. La Floride qui est toujours un immense suspense électoral. C'est important, oui, Karine.
Mais en fait, sur la Géorgie, c'est quand même intéressant. Juste le fait qu'on ait un peu de bleu, même si c'est pas définitif, bien, c'est une indication de la faiblesse de la campagne de Trump cette année. On se rappelle que la Géorgie vote pas pour des présidents démocrates. Dans les 44 dernières années, c'est Carter en 76, Clinton dans les années 90, en 92, je pense, la dernière fois, 96. 92, pardon. Donc, à partir de ce moment-là, ça démontre bien les difficultés que Trump a, en particulier dans le sud des États-Unis. Oui, puis la Floride, c'est quand même pas 20 là. On est rendu à 40 quelques % de dépouillés avec une avance de Joe Biden. Oui, mais faisons quand même attention à deux Oui. choses. Encore une fois, le vote par anticipation et le comté de Miami-Dade, Ouais. qui est un des bastions démocrates, est compté à peu près 85 Une fois que ça s'est dit, autre mauvais signe pour Donald Trump, quand on compare à 2016, parce que c'est un petit peu un jeu de comparaison, la Virginie, on la projette déjà, selon plusieurs réseaux américains, dans le camp démocrate. Nous, on ne l'a pas encore fait par peut-être prudence, mais ça, comparativement à 2016, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais on avait attendu longtemps après la Virginie. Et en fait, pendant un bout de la soirée, Donald Trump et Mike Pence étaient en avance en Virginie, alors que le colistier d'Hillary Clinton venait de la Virginie. Là, on dit déjà d'emblée, on vient de fermer les bureaux de scrutin, c'est fini, M. Biden est projeté gagnant en Virginie. Enfin, mauvais signe pour le président. Fox, qui est plus rapide, qui est le réseau, bon, là, je fais une petite parenthèse, c'est le réseau le plus rapide qui donne les résultats et souvent le plus fiable, même si politiquement, Fox, dans l'analyse, penche évidemment du côté de Trump. Pour ce qui est des résultats électoraux, c'est une machine redoutable. Et là, ils ont donné, comme vous dites, ils ont donné à Trump le Kentucky déjà et à Biden la Virginie et le Vermont. Là. Oui, le Vermont fait certainement. Oui, mais ce qui est en train d'arriver en Floride aussi, c'est que, d'une part, M. Trump sous-performe un petit peu. M. Biden surperforme. Il fait mieux qu'Hillary Clinton dans les grands comtés, Broward, Miami-Dade et tout ça. Donc, ça peut vouloir dire une tendance. Évidemment, il faut attendre. Il faut attendre aussi en Floride. Il faut toujours attendre ça. Il y a 2 fuseaux horaires dans la Floride, le Panhandle, le bout du nord, là où est Tallahassee, et pas sur le même fuseau horaire. Il faut faire attention à ça aussi. Mais actuellement, il y a une tendance vers M. Biden. Je vous souligne, mesdames et messieurs, en bas de l'écran, 49,6, 49,6. C'est quand même rare où c'est à la décimale près, c'est le même pourcentage. Mais encore une fois, j'allais dire on s'amuse. On s'amuse pas, mais c'est le début. Et quand on va compter dans d'autres régions, effectivement, de la Floride, plus républicaine, plus démocrate, ça va changer. Il va y avoir des renversements comme ça de meneurs dans les États. Mais il y a des tendances qui se dessinent, n'est-ce pas? Je vous vois, Frédéric Gagnon, opiner. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 2016, on a su en fait que M. Trump gagnait la Floride autour de 10h50, 22h50. Donc, si c'est serré, encore une fois, cette fois-ci, on va devoir attendre encore quelques heures. Mais c'est un État important. En 2016, ça avait eu tout un effet sur la perception des gens de cette course-là. Et je me rappelle, on avait fait la soirée électorale de la chaire Raoul Dandurand en 2016. Et dès que Mme Clinton a perdu la Floride, vers 11h moins 10, les gens commençaient à se demander où ça s'en allait, cette course-là, cette élection-là. Donc, si M. Trump réussit à garder la Floride ce soir, ça aura aussi un effet sur les perceptions et sur le reste de cette soirée électorale. Si Biden gagne, là, c'est très différent. Les perceptions seront seront opposées, dans le fond. Oui, là, il y a 4 ans, vous le dites bien, 22h50, 52, c'est exactement que la Floride est tombée du côté de M. Trump. Et nous avions Pauline Marois invitée pour commenter la